Bonjour, chers membres du jury, je m'appelle Félix Lefebvre et vous vous apprêtez à écouter mes réponses aux quatre questions de mon collègue Xavier Landry. Ensuite, ce sera les quatre questions des membres du jury. Alors, la première question concerne la conception de l'enseignement et je répète, elle provient de Monsieur Landry. Alors, je vais la lire, ça va être plus simple comme ça. Dans le processus de l'enseignement, qui occupe la place la plus importante selon toi? Pour mieux répondre à la question de mon collègue de classe, j'aimerais expliquer le rôle de quelques individus au sein de l'école. Premièrement, il y a la direction. La direction qui, en fait, il s'agit d'une... en fait, je pense que c'est elle, le gars la figure principale de l'école. Pourquoi? Parce que c'est une référence. Un directeur ou une directrice, c'est une image. C'est un capitaine de navire. C'est un chef d'orchestre. C'est la fondation de l'école, bref. La direction veille sur l'aspect structurel de l'école tout en stimulant euh, et en encourageant le reste de l'équipe école. Et aussi, elle fait du milieu scolaire un endroit sécuritaire. Deuxièmement, il y a les enseignants et les enseignantes et les autres professionnels de l'école. Par autres professionnels, je pense au TES, par exemple. Si la direction, c'est la fondation, je dirais que les enseignants sont les piliers de l'école. Parce qu'ils doivent créer un milieu qui est accueillant, qui est stimulant, enclin à l'apprentissage des élèves. En fait, l'enseignant est un facilitateur d'apprentissage. Et son objectif premier, ce serait, selon moi, de rendre les élèves autonomes. Troisièmement, on a l'élève, en fait, on a l'élève dont le rôle principal est d'apprendre qui il est, apprendre à se connaître, découvrir quelle est sa personnalité. Pour l'élève, on le sait, le secondaire est une préparation à l'âge adulte. C'est une période de responsabilisation, une route vers l'autonomie. Ouais, c'est bien dit, ça. Alors, aussi, puis je crois que ça, c'est très important, l'élève représente l'école dans l'enceinte de ses murs et à l'extérieur de ses murs. Donc, s'il va faire des actions positives ou négatives, par exemple, dans un dépanneur ou dans la rue simplement, il représente quand même l'école, même si ce n'est pas durant les heures de cours. Je crois à ça. Finalement, en quatrième, il y a les parents. On les oublie souvent, en fait, les parents, parce que même si ils ont un rôle de première ligne, ce sont des alliés de la direction, ce sont des alliés des enseignants, des enseignantes, ce sont des alliés des élèves aussi. En gros, les parents sont les oreilles, la bouche et les yeux de l'équipe école à la maison. Donc, pour répondre à ta question, Xavier, je dirais que toutes ces personnes-là tiennent un rôle essentiel, voire primordial dans le développement de l'élève. Ils sont tous interconnectés. Ils dépendent tous les uns des autres, bref. Et même si l'élève est au centre de son apprentissage, je crois pas qu'il y ait un acteur qui soit plus important qu'un autre. Comme je l'ai dit, ce que je trouve très important, c'est les interactions, hein, les uns entre les autres. Par exemple, si on enlève l'élève de on s'entend que l'enseignant, il ne sert plus à rien, puis l'école non plus. Si on enlève l'enseignant, ben là, on arrive avec un vide. Même chose avec la direction, on aurait une structure de moins. Et puis le parent, s'il y a des problématiques avec un élève en particulier, ben, sans les parents, peut devenir difficile qu'il y ait une collaboration et puis que l'élève nous écoute pour arriver à des fins pédagogiques. Donc, je viens de répondre à ta première question, Monsieur Landry. J'y vais avec la deuxième question que je vais lire. Dirais-tu que les apprentissages réalisés à partir des interactions avec ses pairs, échanges entre élèves lors des récréations par exemple, ont davantage de sens que les apprentissages formels réalisés en classe par le biais de l'enseignement? Euh, les échanges effectués en classe et à l'extérieur sont pour moi aussi importants l'un que l'autre. En classe, on fait majoritairement place à des apprentissages d'ordre académique. Du côté de la récréation, l'élève comprend plutôt comment agir en société. Je vais y aller d'un exemple qui va être peut-être extrême, là, mais on va avoir une image au moins. Si un élève à la récréation se bat, il va avoir une conséquence. La récréation, même si l'élève est libre de la passer comme il entend, elle est tout de même structurée de règles. Euh,
des règles qu'il faut suivre, qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. C'est vrai que il y a plusieurs éléments de la socialisation à la récré qui se reflètent en classe. C'est donc pour ça que je dirais qu'il n'y en a pas un qu'il n'y en a pas un qui a plus de sens que l'autre pour l'élève. L'enseignant, par son statut d'enseignant, est une figure d'autorité et un modèle convaincant pour l'apprentissage sur toutes ses formes. On va en parler un peu plus dans une question antérieure. Et sans la classe ou sans la récréation, il me semble qu'il manquerait quelque chose. La socialisation ne serait pas vécue à son maximum. Aussi, le contexte scolaire structure l'élève dans un but de le mener vers une autonomie. En m'écoutant parler, là, il me vient une question. Est-ce que l'école alternative mènerait à une plus grande autonomie? Ou je pourrais reformuler ma question un petit peu, là, improvisée, là. Est-ce que l'école alternative rend l'élève plus rapidement autonome? Il va falloir que je réponde à ma question par contre là. Personnellement, je crois que l'école alternative rend rend la socialisation plus intense en fait, plus importante, ainsi que les possibilités d'apprentissage et de quête vers l'autonomie plus nombreuses. L- L'adolescent vit, on s'entend, une période où il a besoin d'appartenance à des groupes de pairs. Euh, Par exemple, lors de mon stage 4, j'avais des groupes de langue. Ils se côtoyaient dans tous les cours, mathématiques, français, sciences, histoire, éducation physique, on peut tous les nommer. Ils étaient tout le temps ensemble. Et puis, en me promenant dans l'école ou en faisant la surveillance de corridor, je n'étais pas étonné de voir que ces jeunes-là qui passaient leur temps ensemble en cours, ben, passaient leur temps à la récréation ensemble. Donc, c'est un moment, un moyen, la récréation, de socialiser entre eux. Euh, voilà pourquoi je dis que les apprentissages formels effectués en classe ont autant de sens que ceux informels effectués par les pairs. De plus, j'utilise en classe le socioconstructivisme pour la structure sociale de mes cours. La, la socialisation est donc énormément sollicitée dans mes cours parce que les élèves s'aident à apprendre. Ils s'aident à apprendre et puis puisqu'ils socialisent en dehors de la classe et en classe, le socioconstructivisme est d'autant plus pertinent parce que l'espèce de petite glace de la gêne de l'autre, elle est brisée, justement. Question numéro 3 de Xavier de Landry toujours. Elle est en lien avec la compétence 1. Je la lis. En tant qu'enseignant, comment arrives-tu à jongler avec le fait d'encourager les élèves à prendre position sur différents enjeux, sur différentes problématiques et le fait de devoir demeurer critique et neutre autant que possible face à ces différents enjeux que tu abordes en classe? Excellente question, Monsieur Landry. C'était ma préférée de vos 4 questions et je vais y répondre de ce pas. Euh, je pense qu'un enseignant peut émettre une opinion en classe sans problème, à condition qu'il explique clairement qu'il s'agit d'une opinion. Par exemple, j'ai déjà dit à un groupe que j'étais pas en accord avec les politiques de Donald Trump. Euh, bon, on s'entend que là, je me suis pas aventuré dans un terrain très glissant, là, parce que tout le monde semblait être du même opinion que moi, mais je savais, je trouvais important de dire qu'il s'agissait d'une opinion, que c'était personnel. Si un élève n'est pas en accord avec mes propos, je réagis en évoquant les différents points de vue possibles quant aux façons de percevoir. J'évoque les différents points de vue possibles quant aux façons de percevoir quoi, en fait, une réalité. Par exemple, je ne veux pas présenter une vision dichotomique de Donald Trump. Dans ma classe, je veux laisser l'élève à l'élève la possibilité de s'exprimer pour que ça contribue à la construction de son identité et son développement critique en plus de son développement de l'autonomie. On s'entend qu'une classe de 30 individus, dans une classe de 30 personnes, là, c'est difficile, voire peut-être même impossible de être d'accord sur tous les sujets qui vont être présentés au fil d'une année. Je comprends parfaitement ça, là. Mais en revanche, il y a des sujets que c'est inacceptable de ne pas avoir la même opinion. Les propos racistes, par exemple, n'ont pas leur place dans une classe et nulle part ailleurs, d'ailleurs.
lorsqu'un élève étale ce genre de propos, il faut être prêt à lui faire comprendre que c'est inacceptable. L'échange d'idées a donc moins sa place à ce moment-là. Je fais tout de même attention à ne pas aller de pas répondre de façon trop brusque à l'élève parce que je veux pas que cet élève-là, lorsqu'il va vouloir émettre une autre opinion, se censure, lève pas la main par exemple, de peur de ne pas avoir raison et de ne déplaire et de se rendre compte que ah j'ai tort, je veux pas l'expliquer parce que s'il y avait d'autres propos qui seraient pas corrects, j'aimerais ça pouvoir le reprendre de façon civilisée pour qu'il réfléchisse à ça et qu'il change son jugement. S'il a un peu peur de la façon que je vais lui répondre, eh bien, il lèvera plus la main puis il va rester avec son opinion, qui va peut-être être erronée. La quatrième question est en lien avec la compétence 4. Je vais la lire. Étant donné la quantité astronomique d'informations auxquelles nous avons accès par un simple clic, quelle est la pertinence de la présence de l'enseignant? Comment faire pour que ce dernier arrive à se distinguer de la masse critique des youtubeurs et des influenceurs de ce monde? Bon, je vais décrire ce qu'est selon moi un enseignant, un influenceur et un youtubeur afin de mieux répondre à la question. Si je réduis à sa plus simple expression le terme influenceur, je dirais que c'est une personne qui, de par son statut, de par la position que lui offre sa position médiatique, est un relais d'opinion, pouvant influencer les habitudes et la pensée des personnes qui l'écoutent, de son auditoire. En suivant cette définition, un YouTuber est un peu un influenceur. Le terme YouTuber provient de YouTube dans les années 2000, mais désormais, aujourd'hui, en fait, là, on retrouve les YouTubers sur plusieurs plateformes. C'est juste qu'on a gardé le terme YouTuber, même si cette personne-là ne fait pas nécessairement affaire sur YouTube. Je pense à Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, on peut toutes les nommer, là. Ce que fait un YouTuber, il donne de l'information à l'aide de vidéos. Ça reste très souvent en surface parce que c'est des vidéos qui sont souvent très courtes. Donc on résume, on tourne les coins ronds, puis on n'approfondit aucun sujet. Du côté de l'enseignant, l'enseignant est à l'écoute des difficultés et des besoins de l'élève. Il va donner de l'information, oui, mais il va être aussi il va avoir un côté humain qui va être beaucoup plus grand parce qu'il a une proximité avec la personne qui l'écoute. En stage, j'ai pris l'habitude de me promener dans la classe puis d'utiliser mon non-verbal, de discuter avec l'élève lorsqu'il y a quelque chose puis qui suscite un peu plus l'émoi, qui suscite de plus fortes réactions, mais là, je vais prendre un petit peu plus de temps. C'est le genre de choses qu'on peut pas effectuer via Internet parce qu'il y a un écran, on n'a pas la réaction immédiate d'une personne, même si on peut laisser des commentaires, il y a quand même un délai qui se crée, on s'entend qu'à la distance, même si on peut se parler de face à face, ou qu'on peut voir une personne, on peut voir ses commentaires, il y a quand même une distance. La proximité est moins là, même si on s'entend que l'Internet brise beaucoup de barrières, c'est vrai. Au final, si on regarde rapidement la définition d'un influenceur, je crois que l'enseignant en est tout près. C'est vrai que les influenceurs ont une notoriété plus élevée que la mienne, je le sais, mais l'influenceur est derrière un écran, comme j'ai dit tantôt, et demeure donc moins accessible que l'enseignant qui est en classe et n'attend qu'à pouvoir aider ses élèves. Aussi, l'enseignant donne une rétroaction, ce qui n'est pas le cas chez un influenceur, ou du moins pas vraiment. En plus, la fausse information peut parfois être divulguée par des influenceurs ou des youtubeurs, ce que les enseignants ne font pas. En tout cas, j'espère qu'ils ne le font pas, qu'ils vérifient leurs sources et qu'ils s'assurent d'avoir des informations qui ne sont pas erronées. Euh, L'enseignant est en mesure d'adapter son contenu à faire apprendre en fonction des individus qu'il va avoir devant soi. Par exemple, je vais adapter toujours mes anecdotes si je suis devant un groupe de gars en option hockey ou si je suis devant un groupe de filles en option danse. Ce qui va être plus difficile de faire avec un influenceur. De plus, l'apprentissage est structuré par un enseignant et soutenu par le ministère de l'Éducation avec le PFEQ. Euh, mais rien empêche un enseignant aussi à intégrer des éléments ludiques reliés aux technologies.
Un exemple facile ou presque cliché, là, ce serait de faire des caroutes. Avec l'utilisation de technologie, l'enseignant s'approche un peu plus des influenceurs de par ce côté-là, de par l'usage des technologies. Maintenant, je vais y aller avec la première question des membres du jury. Elle est en lien avec la compétence 8. Je vais la lire. Quelle place allez-vous accorder aux technologies numériques présentes dans la vie quotidienne des élèves et lors de l'élaboration des activités d'enseignement-apprentissage qui leur sont offertes? Euh, éliminer, éliminer les technologies, pour moi, ça revient complètement, là, si on élimine complètement les technologies, ça revient à Don Quichotte de la Manche qui voulait combattre les moulins à vent. Comment on se bat contre des moulins à vent, pour vrai? Euh, je crois pas qu'il faut diaboliser les technologies, mais plutôt les utiliser comme des alliés, des outils, parce qu'elles sont là, elles sont présentes, on peut pas les enlever. Donc, tant qu'à les avoir, utilisons-les à bon escient. Je remarque au sein de mes classes, ça c'est quand même très étrange par contre, là, un mouvement auprès de plusieurs jeunes qui ont une espèce de trop-plein face aux technologies. Je me suis dit que ces jeunes-là euh, en côtoyaient peut-être trop de technologies dans leur quotidien. Peut-être. C'est peut-être ça. Peut-être aussi qu'ils répètent en fait le discours de leurs parents qui leur dit que les technologies n'ont pas leur place à l'école, qu'il faut laisser la place au crayon et au papier. En tout cas, peu importe la raison pourquoi est-ce que ces jeunes-là, ils veulent pas avoir trop de contact avec les technologies, euh, on s'entend que ils sont quand même présents, ces élèves-là, puis qu'eux autres, ils préfèrent les méthodes qui sont dites traditionnelles, papier-crayon, justement. Personnellement, je trouve que cette situation-là est étonnante de voir qu'il y a des jeunes qui pensent ça, parce qu'elle est vraiment en contre-courant de ce qu'on peut lire sur les technologies et les adolescents. Euh, En fait, on peut pas, je l'ai dit tantôt, éliminer toutes les technologies de nos classes. Personnellement, je les utilise à tous les jours où j'enseigne. Je pense à Classroom, je pense à Google Earth, où est-ce que je peux faire en géographie, on peut faire plein de choses merveilleuses. Plickers, PowerPoint, Word, YouTube, je ne nommerai pas tout non plus, là. Il y a de très beaux projets à réaliser avec les technologies. Je parle de projets qui se réaliseraient vraiment difficilement sans elles. Avant d'utiliser une application, je me demande toujours si je... Par contre, là, avant d'utiliser une application, une technologie, je me demande si je pouvais pas... euh, est-ce que je pouvais arriver aux mêmes fins pédagogiques sans elle? Euh, si je l'utilisais pas, en fait. Si j'arrive aux mêmes fins pédagogiques, je vois pas en quoi cette technologie-là peut m'aider dans mon enseignement. Euh, Est-ce que c'est... Ou peut-être, en fait, c'est simplement pas la bonne application avec laquelle je devrais faire affaire. Donc, je vais peut-être fouiller un peu plus pour essayer de trouver quelque chose qui va être plus approprié par mon propos ou par mes enseignements, là. Durant mon stage 3, j'ai un exemple comme ça, là, j'enseignais le cours éducation financière. Je trouve ça un peu plate comme matière, même si les jeunes aiment ça, là, il fallait que j'aborde la bourse, puis je trouve ça vraiment un peu plate là, de juste en parler. Je voulais faire un petit projet, puis je voyais pas comment avec un papier et un crayon je pouvais rendre ça intéressant. Donc là, j'ai eu pas le choix de me tourner vers les technologies. J'ai instauré un projet où chaque jeune devait investir en bourse de l'argent fictif, là, on s'entend, là. J'ai pas demandé à ce qu'il sorte 2000 $ puis qu'il investisse, là. Mais il devait investir de l'argent fictif dans une compagnie qui existe réellement, par exemple Bombardier. C'était dans la bourse de Toronto qu'il devait investir. Je laissais donc un 5 minutes à chaque début de cours pour que les élèves inscrivent leurs actions pour savoir s'ils avaient baissé ou s'ils avaient monté, s'ils voulaient investir dans une autre compagnie, prendre leurs actions pour les envoyer dans une autre compagnie. Puis à la fin de mon stage, ben, il y avait une réflexion par rapport à leurs choix qui ont été faits. Est-ce que c'était judicieux? Pourquoi? Blablabla, blablabla. Donc, ce projet-là, il a été possible grâce au site internet TMX. Bref, ça, c'est la bourse torontoise. Puis, sans ce site-là, j'aurais pas pu le faire. Il a fallu que j'invente les données. Donc, c'est pour ça que le site était pertinent. C'était une utilisation qui était judicieuse de la technologie parce que sans elle, j'aurais pas pu avoir le même projet, pas les mêmes fins pédagogiques. En résumé, je vais utiliser les technologies le plus possible tant qu'elles pourront être justifiées de manière pédagogique. Ma question numéro 2 des membres du jury, elle est en rapport avec la compétence 11.
Comment comptez-vous contribuer au développement professionnel continu de votre communauté professionnelle? Essayez de proposer des stratégies concrètes. Étant stagiaire, je n'ai pas eu peur de poser des questions professionnelles dans les écoles que j'ai enseignées. D'ailleurs, mon enseignante associée, elle en a témoigné dans mon rapport de stage, là, mon stage final. Ces questionnements-là, en fait, me mènent souvent à échanger des idées, à des échanges d'idées, en fait, avec des collègues qui voient mon intérêt pour la profession. Euh, L'une de mes premières questions que je pose quand j'arrive dans un nouveau milieu est-ce qu'il existe un endroit virtuel où tous les enseignants d'une même matière peuvent déposer leurs documents? Je peux même dire que, je peux dire que durant mon stage 3, j'ai créé un OneDrive que j'ai créé pour les collègues en histoire, puis j'y ai encore accès parce que c'est moi qui l'ai créé. Euh, Puis je peux dire que ce OneDrive-là est encore utilisé aujourd'hui parce qu'il y a des enseignants qui déposent encore de nouveaux documents. Donc, poser des questions, par exemple, il existe un endroit virtuel pour le dépôt de documents? Non. Ah, ben parfait, ben moi j'en ai créé un, donc les enseignants y ont adhéré, puis aujourd'hui, on s'entend que je pense que les enseignants sont contents parce qu'ils l'utilisent encore. Donc, poser des questions à ses collègues, c'est donc une manière de pouvoir agir par la suite de manière plus réfléchie et en apportant des solutions plus efficaces que si on n'avait pas consulté nos pairs. Poser des questions, c'est donc un réflexe que j'aimerais conserver tout au long de ma carrière parce que je crois beaucoup en la formation continue. Puis même que si je pose des questions quand je vais avoir 50 ans puis je vais poser des questions à quelqu'un qui est dans la vingtaine, j'aurais pas peur de le faire parce qu'on s'entend qu'il va avoir été à l'université, ça va être plus frais pour lui, il va avoir des idées nouvelles et puis je vais pouvoir les adapter justement à mon enseignement. Euh, En parlant de formation continue, si je crois à la formation continue, ça explique pourquoi j'ai déjà assisté à des conférences et à des colloques. Pour moi, c'est une bonne façon d'échanger avec ses pairs évoluant dans des milieux qui sont différents. Aussi, ces échanges-là, en fait, une sorte de petit cocon qui pourrait se créer dans le milieu professionnel, advenant le cas, par exemple, qu'avec avec ses collègues, on a tout le temps la même opinion, parce qu'on est tout le temps dans le même milieu, on est un petit peu fermé, puis ça fait des années qu'on travaille ensemble. Il pourrait y avoir des éléments qui se ressemblent beaucoup là. Euh, en fait, après ça, je pourrais dire aussi que il y a quelque chose que je voudrais faire, continuer à faire, c'est échanger, participer à des échanges inter-écoles. Euh, Dans le cadre de mon stage final, il y a une collègue qui m'a invité sur une base volontaire là, à la suivre à la commission scolaire, qui n'existe plus aujourd'hui, là, mais à l'époque, on disait commission scolaire. Là. On s'est retrouvés entre collègues de quatrième secondaire, de toutes les écoles de la commission scolaire, afin de analyser les résultats de l'examen ministériel de l'année précédente, l'année dernière. Puis on a pu échanger sur les raisons des parties qui étaient plus ardues pour les élèves et celles qui étaient avec un meilleur taux de réussite. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on est avec des collègues qui enseignent la même matière, puis on essaie de trouver des solutions, des pistes de solutions pour amener les élèves de notre année présentement à de meilleurs résultats. Comprendre les erreurs des élèves précédents pour ensuite améliorer nos moyennes. Assister aussi, juste oui, assister à des rencontres syndicales, ça s'avère aussi, je pense, également un bon moyen d'échanger, mais aussi d'être au courant des nouvelles concernant l'ensemble de la commission scolaire ou encore des décisions gouvernementales. Donc, il y a vraiment un échange qui se crée là aussi. C'est un échange qui va être différent, mais qui va être aussi bénéfique par le fait aussi que je sorte directement de l'université. J'ai des idées qui sont souvent plus près des récentes études pédagogiques. Je peux donc tenter de faire changer certains comportements de mes collègues en leur proposant d'autres méthodes. J'ai un, j'ai un exemple tout simple. En fait, plusieurs enseignants mettent en place des conséquences, mais n'utilisent aucun système de renforcement positif. Moi, j'aime ça, le renforcement positif, parce que tant qu'à punir tout le temps quelqu'un, cogner le marteau sur le clou, c'est fatigant. Puis des fois, ce serait le fun que le clou, il y ait un petit répit, puis qu'on lui dise Hey, t'es le fun dans le fond, le clou aussi, t'es pratique. Donc, c'est pour ça que je crois au renforcement positif. Et dans mes classes, j'utilise ce que j'appelle le billet.
ananas. Pourquoi ananas? Ben, parce que mes billets sont jaunes, puis parce que j'aime les ananas, puis pourquoi pas. Euh, je donne en moyenne un ou deux billets ananas par cours. Lorsqu'une personne en a 10, elle a droit à un privilège. Par exemple, ça peut être le droit à utiliser un corrigé pour faire le devoir. C'est tout simple comme récompense. Puis, ce qui est le fun, c'est que les jeunes embarquent là-dedans énormément. Même ceux qui sont plus sujets à être punis, ils vont vraiment embarquer parce que, hey, je vais pouvoir avoir le corrigé pour faire le devoir. Donc, il va plus se forcer en classe, il n'arrivera pas en retard. Donc, il va être vraiment motivé pour ne pas avoir, pour avoir le corrigé avec lui. C'est le type d'idée que je donne à des enseignants qui sont plus âgés. La question numéro 3 des membres du jury concerne la compétence 5. Elle est toute simple. Une question, c'est qu'est-ce que l'évaluation? L'évaluation relève du jugement professionnel, selon moi. Ah, en fait, oui, là. C'est donc à l'enseignant d'attribuer les notes selon la matière qui est vue dans les cours ainsi que par rapport aux exigences ministérielles. Cependant, le devoir de l'enseignant de trouver c'est le devoir, en fait, l'enseignant doit trouver les bons alliés afin de mener ses classes dans l'accomplissement. Il peut pas juste lui donner il faut qu'il trouve les outils, en fait. Il y a une phrase que j'ai appris par cœur, là, elle est vraiment toute simple, de l'auteur Scalon qui m'a frappé par sa simplicité et autant que par la précision de la réponse à ce qu'est une évaluation. Pour Scalon, l'évaluation, c'est simplement l'action d'évaluer. En partant d'une définition toute simple comme celle-là, je me rends compte que l'évaluation a le dos large. Puis que dans le sens où elle peut être prise, elle peut prendre plusieurs formes. Euh, Par exemple, je crois à l'autocorrection. Lors de mon stage final, qui s'est terminé récemment, là, j'ai choisi d'effectuer la correction des examens des élèves de quatrième secondaire en classe avec ceux-ci. Je prends le temps d'expliquer chacun des numéros durant la correction et évidemment, je recorrige par la suite les copies pour être sûr qu'il n'y ait pas un jeune qui ait changé ses résultats ou peu importe. Je choisis de procéder de cette façon-là, de procéder ainsi parce que, ben, en fait, je veux que les élèves prennent conscience de leurs erreurs qui sont récurrentes. Puis de toute façon, là, lorsqu'ils corrigent pas leur copie, que moi je leur corrige puis je leur donne le résultat avec la copie examen, il y en a plusieurs qui se contentent simplement de regarder leurs résultats puis qui se soucient pas vraiment des erreurs qu'ils ont commis. Donc, je considère que c'est plus significatif pour mener les élèves à multiplier leurs connaissances et leurs compétences acquises en leur montrant leur faute tout de suite. Regardez, vous avez fait cette faute-là, c'est ça la réponse, et puis voilà pourquoi vous êtes trompé ou voilà pourquoi vous avez réussi. C'est plus significatif pour moi et pour l'élève. Je fais souvent appel aussi aux auto-analyses à la fin des travaux en équipe, surtout en équipe, mais des fois en individuel aussi, ça dépend, là, chaque situation est unique. Je crois aussi à l'auto-évaluation, en fait. L'utilisation d'auto-analyse permet, selon moi, à l'élève de porter un regard qui va être extérieur à son travail. Son travail est terminé, mais ce travail il va avoir un œil extérieur sur son travail, mais aussi celui de ses partenaires. Il y a un exemple d'auto-analyse qui se trouve en annexe là, dans ma compétence. Il s'agit aussi d'un retour sur soi-même et sur les autres que je considère aussi important dans l'évaluation parce que ça permet de porter un jugement sur ses actions et de modeler ses comportements pour s'améliorer une prochaine fois. Donc pour moi, c'est vraiment important, là. Pour moi, l'évaluation, il y a comme trois éléments, là. Le premier, c'est le, c'est pas long. Le choix de l'évaluation reflétant la matière abordée. Le deuxième, le retour sur les réponses. Donc, ce serait quoi? Ce serait l'autocorrection. Puis la troisième, c'est le retour réflexif sur le travail, donc accompli, le travail accompli, là. Donc, ce serait l'auto-analyse. Donc, pour moi, ces trois choses-là, c'est ce qui fait vraiment l'évaluation. On peut donc remarquer que je laisse quand même une grosse place là, à l'évaluation formelle parce que je crois pas que la matière doit être lancée sur un bout de papier pour être oubliée par la suite. La matière et les comportements de l'élève doivent continuer à vivre dans la tête de l'apprenant même après l'évaluation.
La quatrième question des membres du jury, il s'agit de celle-ci. Alors, je la lis. Parmi les 12 compétences, laquelle est votre bête noire? Comment comptez-vous l'améliorer? Hmm. Alors, ma compétence bête noire, c'est clairement la compétence 6. Je vais vous la lire, là. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe classe en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves. J'ai pas peur de pointer cette compétence-là du doigt en disant que c'est mon point faible parce que je l'ai tellement travaillé. J'ai tellement travaillé dessus là, que je suis fier de l'amélioration que j'ai effectuée. Même si j'ai encore des petites choses à travailler, je le sais, mais j'ai fait un travail dessus, donc j'ai pas peur d'en parler honnêtement. Euh, j'ai longtemps travaillé dans un camp de jour, puis dans ce genre de contexte-là, il y a comme une planification. La planification, en fait, peut laisser place à beaucoup d'improvisation dans la gestion d'un groupe, de l'organisation ou la planification d'une activité. Euh, Inconsciemment, peut-être que j'ai pris mon bagage de camp de jour pour la glisser dans mon travail d'enseignant. J'ai donc un petit peu de difficulté en stage 1, puis avant mon stage 2, j'ai dû m'asseoir avec moi-même en tête à tête pour déterminer quel type de mode de fonctionnement que je voulais avoir au sein de ma classe. J'étais conscient que, à ce moment-là, que j'avais une difficulté avec cette compétence-là. J'ai donc voulu meubler de A à Z la compétence 6. J'ai créé ce que je présente à mes élèves dès le premier cours comme étant un système zéro perte de temps. Zéro perte de temps, ça se résume en un cahier où j'inscris tout ce que je considère comme nuisible au déroulement du cours. J'ai inscrit les retards, les sorties pour les toilettes, ainsi que les oublis de matériel. Après 3 manquements, toutes catégories tout fondues, l'élève concerné doit venir en récupération pour effectuer un travail supplémentaire. Cette méthode-là engendre une motivation extrinsèque chez l'élève qui ne désire pas recevoir de punition. C'est aussi un système qui maintient une routine, ce qui permet un déroulement efficace des activités grâce à l'anticipation de problèmes avec les élèves représentant des comportements qui vont être inappropriés. Puisque cette compétence-là était une faiblesse, en fait, j'ai tellement voulu la travailler que j'en ai fait une force aussi, même si je veux encore la travailler là. Là-dessus, Monsieur Moore peut en témoigner lorsqu'il est venu me voir en stage. Je suis devenu super encadré, en fait, à un point où on s'était interrogé à savoir si j'étais pas un peu trop étouffant pour les élèves. Depuis, je peux dire que j'ai desserré un peu la vis et je crois que les élèves respirent mieux. En tout cas, j'espère qu'ils respirent parce que sinon, je suis pas le fun. J'ai aussi remarqué que je suis plus élastique avec les élèves de deuxième cycle. Mon enseignante associée et moi, nous sommes ensemble venus à la conclusion que, et c'était même écrit dans mon rapport de stage, là, que je voulais pas déplaire aux élèves de deuxième cycle. C'est probablement une cause, en fait, la cause, c'est probablement la proximité avec l'âge qui va qui va s'éloigner avec le temps, là. Finalement, on peut voir que j'ai encore un peu à m'ajuster sur cette compétence-là, mais je suis très fier de dire que c'est ma bête noire puis qu'elle va très bien présentement là. Donc, pour terminer, voilà. Je viens de terminer de répondre à vos 8 questions, alors bonne écoute.